La chaleur accablante du matin enveloppait la province du Cap-Sudais d'un voile humide, collant, presque oppressant. Depuis des années, Samuel Blamini, un homme discret au regard las mais vif, conduisait son camion poubelle à travers des routes poussiéreuses vers la même destination. Une immense décharge située aux abords d'une forêt dense, où la civilisation semblait s'éteindre dans le silence des arbres. Il connaissait chaque ornière du chemin, chaque odeur nauséabonde qui s'élevait des collines de détritus, chaque bruit sourd que faisait un sac éventré ou un bidon vide sous les pneus usés de son véhicule. Ce matin-là, pourtant, un malaise sourd lui serrait la poitrine. Une tension inexplicable flottait dans l'air. Quand il coupa le moteur, le silence environnant lui sembla plus pesant que d'ordinaire, comme si le vent lui-même retenait son souffle. Il descendit lentement du camion, essuyant son front avec un chiffon gris de sueur. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir la benne arrière, un bruit étrange, lointain mais perçant, attira son attention. C'était un gémissement point faible, rauque, saccadé. Rien de mécanique point un souffle douloureux, presque implorant, noyé dans le bruissement du plastique et le bourdonnement des insectes. Il se figea, fronça les sourcils, tendit l'oreille. Ses yeux balayèrent les montagnes de déchets. Et là, entre un matelas éventré et une carcasse de frigo, il aperçut un mouvement lent, difficile à croire. Une créature maigre, le pelage terne et souillé, fouillait les ordures à coups de pattes tremblantes. Sa première pensée fut qu'il s'agissait d'un chien errant, ou peut-être une hyène égarée. Mais lorsqu'il vit les yeux de l'animal briller dans un rayon de lumière, il comprit. C'était un lion. Un frisson le parcourut, point le fauve était dans un état pitoyable. Sa crinière n'était qu'un amas emmêlé de poils sales, sa peau tendue sur des côtes saillantes, ses pattes fines comme celles d'un vieux chien affamé. Un sac plastique pendait mollement de sa gueule. Pourtant, aucun grondement point, aucun rugissement point, juste ce regard vidé, épuisé, profondément humain dans sa douleur. Samuel sentit son cœur se serrer. Le lion le regarda un moment, sans bouger, puis, lentement, baissa la tête et s'allongea sur le sol brûlant, comme pour abandonner. Un soupir rauque s'échappa de ses poumons, puis plus rien. Samuel sentit ses jambes faiblir. C'était la première fois de sa vie qu'il croisait le regard d'un animal et qu'il en ressortait bouleversé. Ce n'était pas de la peur qu'il ressentait, ni même de la pitié. C'était une impuissance pure, nue, étouffante. Il reprit ses esprits et sortit en hâte son téléphone. Les doigts tremblants, il composa le numéro du poste des gardes forestiers de la réserve de Chamari. Sa voix se brisa au moment de parler. Il y a un lion ici, dans la décharge. Il déchait point et elle va mourir. Au bout du fil, une voix calme, professionnelle, lui répondit. Il fut assuré qu'une équipe serait envoyée dans les 30 minutes. Samuel raccrocha, et resta planté là, fixant la bête allongée, comme suspendue dans le temps. Le soleil montait, implacable. La chaleur semblait vouloir avaler le paysage. Les minutes passaient, lentes, étouffantes. Samuel n'osait ni s'approcher ni s'éloigner. Il voulait être là si quelque chose arrivait. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait qu'il devait rester. Enfin, une camionnette aux couleurs de la réserve apparut sur le chemin. Elle se gara en soulevant un nuage de poussière. 2 hommes en descendirent, point l'un était grand, au regard perçant, l'autre plus jeune, plus nerveux. Ils portaient des uniformes bleus, Victor Msiko et Joël Kumalo, gardes forestiers du Chamari Wildlife Conservation Center. Samuel courut vers eux, pointa du doigt l'endroit où gisait le lion, et tenta de leur expliquer la scène avec des mots embrouillés. Mais Victor n'avait besoin d'aucune explication. Un simple coup d'œil suffit, point, et elle pâlit légèrement en voyant la créature, si faible, si défigurée par la faim et la saleté qu'on peinait à croire qu'il s'agissait d'un roi de la savane. Joël s'agenouilla lentement, sans bruit. Il posa une main au sol près du fauve, observa le flanc qui se soulevait difficilement. Il respire encore. Mais c'est à peine, dit-il dans un souffle. Ils retournèrent à la camionnette, prirent un pistolet tranquillisant, des cordes, une couverture épaisse. Samuel se recula, le cœur battant. Victor visa la cuisse arrière gauche du lion, à quelques mètres seulement. Il tira point l'aiguille, s'enfonça dans la peau sans résistance. Le lion émit un faible gémissement. Puis, lentement, ses muscles se détendirent, et il sombra dans un sommeil profond. Avec précaution, Joël enveloppa ses pattes dans la couverture. À 3, ils soulevèrent le corps osseux et le hissèrent dans le camion de secours. Pendant tout le trajet vers la station vétérinaire de Chinoiserie, Joël surveilla les signes vitaux. Il vérifia le rythme cardiaque,
la température, la respiration. Victor appela le vétérinaire principal, lui demanda de préparer une table d'urgence et une cage stérile. Il savait que chaque minute comptait. Samuel resta seul dans la décharge. Le camion disparut à l'horizon, il resta là un long moment, les bras ballants, incapable de reprendre sa route. Quelque chose en lui venait de changer. Lorsque le véhicule vétérinaire franchit les grilles du centre de chinoiserie, l'ambiance était tendue. Le personnel médical attendait déjà devant l'entrée, blouse blanche agitée par un vent léger, yeux fixés sur l'animal qu'ils allaient tenter de sauver. La civière fut rapidement déployée. Le lion, encore plongé dans le sommeil provoqué par l'anesthésique, fut installé délicatement sur la table d'examen d'urgence. Le docteur principal ordonna des injections pour stabiliser son rythme cardiaque. Ses constantes étaient faibles, mais encore présentes. Lena, vétérinaire expérimentée et spécialiste des félins, s'approcha. Elle examina chaque plaie, chaque trace, palpant l'abdomen avec concentration. Un froncement de sourcils précéda son verdict. L'abdomen est tendu. Trop tendu. Je suspecte un corps étranger dans l'intestin. Sans attendre, elle fit préparer une échographie. Les images révélèrent un sac en nylon compacté, entremêlé à des objets durs non identifiés. Devant l'urgence, Lena demanda une endoscopie. Les résultats confirmèrent ses craintes. Le lion avait avalé des morceaux de plastique, peut-être pour survivre, pour tromper la faim. L'opération était inévitable, et elle fallait ouvrir. Les instruments furent préparés dans un silence dense. L'équipe opéra avec minutie, chaque geste comptait. Pendant plus de 2 heures, ils extrairent un à un les déchets logés dans son estomac, des bouts de fer, du caoutchouc et plus d'un demi-kilo de plastique. Une telle ingestion aurait pu tuer n'importe quel animal. Mais lui avait tenu. Dehors, Victor et Joël attendaient, appuyés contre le mur. Le silence entre eux était chargé d'inquiétude. Lorsqu'enfin Lena sortit, les mains encore gantées, elle hocha la tête. Il a tenu point contre toute attente, il s'est accroché. Un soupir s'échappa de la gorge de Victor. Un poids invisible quitta ses épaules. Joël ferma brièvement les yeux, murmurant un remerciement sans adresse. Le lion fut transféré dans une cage d'isolement. Une couche de paille propre, un bol d'eau et une couverture fine furent installés. Il fut placé sous perfusion, traité avec des antibiotiques et mis sous observation continue. Lena inscrivit dans son rapport « État critique mais potentiel de récupération élevé ». Ils décidèrent de lui donner un nom. Tabo. Cela signifiait espoir en langue Xhosa. Un mot lourd de sens, mais étrangement approprié pour cet être brisé. Le lendemain, Lena entra à l'aube dans la salle d'isolement. Tabo dormait encore. Sa respiration était lente, mais régulière. Elle nettoya ses plaies, appliqua un antiseptique, vérifia la température. Puis elle lui administra une injection vitaminée. Quelques minutes plus tard, le lion ouvrit lentement les yeux. Flou, perdu, mais vivant. Il ne bougea pas mais ses oreilles tressaillirent. Il semblait écouter. Lorsqu'elle approcha une gamelle contenant de la viande cuite à la vapeur, il tourna légèrement la tête. Une réaction infime, mais suffisante pour arracher un sourire à Lena. C'était le début. Le vrai début. Le premier jour, il resta allongé sans bouger. Parfois, il gémissait en changeant de position, mais il ne grognait pas. Il ne montrait plus cette peur animale. Seulement une fatigue infinie. Les vétérinaires, les aides-soignants, les techniciens se relayaient pour surveiller ses constantes, adapter le traitement, documenter chaque évolution. Le deuxième jour, il leva péniblement la tête, but quelques gorgées d'eau, puis se rendormit. Les croûtes sur son dos commencèrent à sécher. Chaque jour, un technicien appliquait des antibiotiques, nettoyait les plaies, notait les changements. La patience était leur arme, la régularité leur stratégie. Le troisième jour, Lena plaça quelques morceaux de viande molle près de son museau. Tabo renifla, hésita, puis en mâcha un morceau. Une lenteur presque cérémonielle. Comme s'il avait oublié comment on se nourrit. Comme s'il réapprenait la vie, bouchée après bouchée. Ce même jour, Victor entra discrètement. Il s'arrêta près de la cage, posa la main sur la grille. « Tabo » souffla-t-il. À l'intérieur, les oreilles du lion se dressèrent. Il leva la tête. Ses yeux croisèrent ceux de Victor. Un long moment passa. Puis il cligna des paupières. Joël, derrière,
filma la scène, silencieux, ému. C'était la première fois que Thabo se tenait à quatre pattes. Une semaine s'écoula point lentement point mais chaque jour, le changement était visible. Son poids augmentait légèrement. Des touffes de poils repoussaient. Son regard gagnait en vivacité. Il commençait à réagir aux sons, aux odeurs, à la présence humaine. Les spécialistes notèrent chaque détail. Le centre tout entier semblait suspendu à ses progrès. Le 10e jour, Samuel se présenta au centre. Il portait une chemise propre, un regard troublé. Lorsqu'il vit Thabo à travers les barreaux, il s'approcha sans bruit. Le lion leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Le même silence point mais cette fois, il n'y avait plus de désespoir. Il y avait quelque chose de plus grand. Une forme de reconnaissance. Léna s'approcha de Samuel. Il retrouve ses instincts sauvages, dit-elle avec un sourire. C'est bon signe. Et Samuel, les yeux humides, murmura, je crois qu'il sait. Il sait qu'on l'a sauvé. 28 jours après son sauvetage, Thabo n'était plus ce spectre affamé qu'on avait ramassé dans une décharge. Son regard s'était éclairci, son corps avait repris de la masse, et sa crinière, bien que clairsemée, retrouvait peu à peu son éclat. Il avait appris à manger sans précipitation, à se lever sans trembler, à retrouver un peu de dignité dans ses gestes. Son évolution avait surpris jusqu'aux vétérinaires les plus expérimentés. Ce matin-là, un grand bilan médical était prévu. Les analyses sanguines furent encourageantes, taux stabilisé, signe d'infection en recul. L'endoscopie montra un intestin en voie de guérison. Son cœur battait plus fort, sa température était normale, ses muscles répondaient aux stimuli. Tous les feux étaient au vert. Victor, Joël, Léna et les autres membres de l'équipe décidèrent de le transférer dans un enclos semi-sauvage, un espace d'environ 3 hectares, spécialement conçu pour les félins en convalescence avancée. Il s'agissait d'une zone intermédiaire, entre la sécurité du centre et les dangers de la vraie savane. Un endroit où Thabo pourrait se réhabituer à la nature, à la lumière, au vent, au bruit, aux odeurs. La cage de transport fut préparée avec soin. Une fois installé, Thabo ne protesta pas. Il regardait calmement autour de lui, comme s'il comprenait. La voiture roula lentement, quittant le centre pour emprunter un sentier bordé d'acacias. Le soleil frappait les vitres, des oiseaux s'envolaient à leur passage. À travers les grilles, Thabo observait, immobile, mais attentif. Arrivés à destination, ils stoppèrent le véhicule au cœur d'une clairière sauvage. De l'herbe épaisse ondulait sous le vent, des buissons denses bordaient la zone, et au loin, un arbre solitaire offrait un peu d'ombre. La cage fut ouverte point un silence tendu s'installa. Personne ne bougea. Thabo resta quelques secondes à l'intérieur. Puis il fit un pas, lentement. Puis un autre point et elle sortit enfin, sa silhouette dorée illuminée par la lumière du matin. Il renifla le sol, observa les alentours, leva la tête vers le ciel vaste. Le vent souffla dans sa crinière inégale, faisant danser les poils neufs, encore brillants de santé. C'était son premier contact avec la vraie terre depuis des mois. Plus de béton, plus de paille artificielle. Juste la poussière chaude, les herbes vivantes, la liberté. Une clôture de verre sécurisée, installée à bonne distance, permettait à certains visiteurs de l'observer sans l'inquiéter. Peu après son installation, un groupe d'enfants arriva. Ils écoutèrent avec fascination les récits du guide touristique, qui leur conta l'histoire de Thabo depuis la décharge jusqu'à aujourd'hui. Une grande photo de son état initial était affichée sur un panneau. Tous restèrent bouche bée. « C'est lui ?» demanda une petite fille. « Au 8.ET aujourd'hui, il est en vie grâce à des gens qui ont choisi de ne pas détourner le regard. » Le nom de Thabo devint rapidement un symbole. Dans les écoles, dans les programmes éducatifs, son image était associée à la résilience, à la nécessité de protéger les espèces, à l'empathie envers la souffrance animale. Des associations reprirent son histoire pour sensibiliser le public à l'impact des déchets sur la faune sauvage. Et un jour, Samuel revint. Cette fois, il ne conduisait pas un camion poubelle. Il portait une chemise propre, un pantalon repassé, un chapeau en main. Il s'arrêta devant la clôture, les mains jointes, le regard profond. Thabo, allongé sous l'arbre, leva lentement la tête. Il grogna faiblement, comme s'il reconnaissait l'odeur, le souffle, la présence. Les yeux de Samuel s'embuèrent. Il ne dit rien point et elle n'avait pas besoin de mots. Victor et Joël étaient là aussi.
Ils assistèrent à une petite cérémonie organisée par le centre. Devant le panneau du lion ressuscité, chacun raconta une partie de l'histoire. Les visiteurs écoutaient, touchés par l'humanité de ce récit. Léna montra les clichés médicaux. Joël partagea les vidéos des premiers pas. Samuel, lui, resta silencieux jusqu'à la fin. « Je n'ai fait que passer un coup de fil, dit-il enfin. Mais je crois que ce jour-là, quelque chose m'a changé. Ce regard. Je ne l'oublierai jamais. » 3 mois passèrent. Pointe-à-Beau était désormais un mâle majestueux, musclé, les flancs pleins, la crinière presque complète. Il régnait sur son territoire semi-sauvage avec calme. Il ne se cachait plus point et elle marchait avec assurance, reniflant chaque trace, marquant les rochers, grognant quand un autre animal s'approchait trop. Chaque jour, des visiteurs venaient simplement pour le voir. Pas pour sa beauté, ni pour son imposante allure, mais pour ses yeux. Ses yeux qui avaient un jour supplié dans une mer de plastique, et qui aujourd'hui brillaient d'une lumière farouche et digne. Tabo était devenu un emblème, point un survivant, point un roi revenu de l'oubli. Samuel prit sa retraite peu après. Il s'installa dans un petit village à quelques kilomètres du centre. Parfois, il revenait, saluait les soigneurs, regardait Tabo à travers la clôture. « Tant qu'il est en vie, disait-il, j'ai encore de l'espoir. » Et pendant que le soleil se couchait sur les plaines dorées de Chamari, le lion marchait encore. Fort, libre et plein de gratitude.